assistance, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui notre travail intitulé sur les anticoagulants et leur place dans la prise en charge des thromboses en néonatologie. C'est un sujet qui a été longtemps controversé, mais actuellement on arrive à trouver des terrains d'entente sur l'indication des anticoagulants dans le traitement des thromboses en néonatologie. Alors en guise d'introduction, il faut noter que les thromboses néonatales constituent une situation qui est assez rare, mais particulièrement grave, qui survient chez des nouveau-nés qui sont prédisposés. Alors cette prédisposition, elle est liée essentiellement aux particularités physiologiques de l'hémostase en période néonatale, le recours excessif au cathétérisme vasculaire qui constitue un facteur de risque incontournable dans la genèse des thromboses néonatales, et également l'existence de terrains sous-jacents, notamment bien sûr de pathologies favorisant ces thromboses. Il faut savoir qu'en période néonatale, ces thromboses sont asymptomatiques dans la majorité des cas et dont la prise en charge repose essentiellement sur un diagnostic précoce, mais également bien sûr sur l'établissement d'un bilan étiologique. Ce qui est le plus important, la prise en charge, est-ce qu'elle dépend toujours du traitement anticoagulant? Là est l'intérêt de notre présentation, c'est-à-dire de poser le point sur la place de l'anticoagulation et l'administration du traitement anticoagulant dans les thromboses, dans les situations où on a des thromboses néonatales. Alors, si on parle de ces sujets, c'est essentiellement pour élucider le risque élevé des thromboses néonatales en période néonatale et leurs complications majeures pouvant mettre en jeu le pronostic vital, et que l'indication du traitement anticoagulant devrait être posée avec une grande réflexion, tenant compte essentiellement de la localisation, mais également de la gravité de la présentation clinique et du risque évolutif de ces thromboses, et que le choix du traitement doit tenir compte essentiellement du risque hémorragique lié au traitement anticoagulant. Il faut noter que l'administration de traitements anticoagulants en population néonatale doit se faire essentiellement dans des centres tertiaires pour assurer une concertation entre néonatologistes, qui sont les personnes de première ligne d'intervention, et les hématologistes, mais essentiellement les biologistes, notamment bien sûr pour assurer un suivi biologique d'évaluation d'efficacité du traitement anticoagulant. Avant d'entamer le sujet, je vais démarrer par un bref rappel sur les thromboses en période néonatale, leurs facteurs de risque et leurs manifestations cliniques. Et pour ce, je vais élucider quelques données épidémiologiques et qui donnent que l'incidence des thromboses dans la population générale, elle est généralement entre 0,7 et 0,14 pour 1000 naissances. Cette incidence va être multipliée par 100 chez les nouveau-nés qui sont hospitalisés, c'est-à-dire des nouveau-nés qui sont malades. Il faut savoir que l'augmentation de cette incidence était particulièrement liée à l'amélioration des soins des prématurés malades, mais également le recours excessif au cathétérisme vasculaire. À noter que malgré cette augmentation d'incidence, 5,1% pour ces 1000 naissances, des thromboses qui sont symptomatiques. Alors, sur le plan physiopathologique, on avait dit qu'en période néonatale, il y a une particularité de l'hémostase du nouveau-né. Cette particularité est caractérisée par l'existence d'une activité prothrombotique accrue. En contrepartie, on a une activité anticoagulante qui est diminuée, caractérisée par la diminution de l'activité des facteurs anticoagulants, notamment de la protéine C et de la protéine S. Cette capacité réduite génère une situation de déséquilibre qui participe de façon accrue à la genèse des thromboses néonatales. Cette genèse est essentiellement élucidée dans la triade de Virchow, alors qui est liée essentiellement aux lésions des parois endothéliales générées en période néonatale par les sepsis et les cathétérismes vasculaires, à des situations de pathologie, notamment bien sûr de polyglobulie, de déshydratation ou d'état septique sévère, à laquelle vient se surajouter des facteurs de risque liés à la maman, en l'occurrence l'existence d'un terrain de thrombophilie héréditaire ou encore bien sûr l'existence d'une pathologie auto-immune telle que le lupus avec le syndrome des antiphospholipides qui pourrait augmenter le risque de survenue de thrombose. En contrepartie, pour les nouveau-nés, le facteur de risque maximal de survenue des thromboses en période néonatale serait rattaché au cathétérisme vasculaire, artériel ou veineux, associé à des situations à risque, notamment bien sûr les états septiques sévères, également l'existence d'un terrain de polyglobulie. Parlons de la physiopathologie. Passons maintenant au diagnostic. Il faut savoir que le diagnostic est essentiellement clinique et que la présentation clinique il serait variable en fonction de la localisation
des thromboses, mais également bien sûr de leur extension. Donc, d'où l'intérêt d'une évaluation clinique initiale minutieuse avec l'établissement d'un bilan étiologique. Là, il faut noter que le caractère multifocal ou récurrent de thrombose pourrait nous inciter à rechercher un trouble constitutionnel d'hémostase qui constitue un facteur de risque, mais qui est rarissime en période néonatale. Alors, les tableaux suivants vont parler essentiellement de la présentation clinique en fonction de des différentes situations et des différentes localisations thrombotiques, en distinguant les thromboses veineuses et artérielles. Et je vais citer rapidement quelques présentations. À noter que les thromboses des veines rénales constituent les thromboses les plus fréquentes et que la manifestation clinique se caractérise par la survenue d'une hématurie macroscopique associée à un rein qui est palpable. Dans les unités de soins intensifs néonatales, l'association de ces deux signes doit faire inciter notamment bien sûr la réalisation d'un examen complémentaire pour la confirmation et donc l'établissement d'une prise en charge optimale. La deuxième localisation est la thrombose portale, secondaire essentiellement au cathétérisme veineux ombilical et aux états septiques graves. Et en troisième position, on a les thromboses du sinus longitudinal latéral qui est la plus fréquente et généralement c'est une manifestation neurologique qu'on voit en premier lieu. Alors, concernant les thromboses artérielles, deux manifestations sont les plus fréquentes. Les accidents vasculaires artériels périnatales qui surviennent entre la 20e semaine d'aménorrhée et le 28 jours de postnatal. Essentiellement, c'est une présentation neurologique dans un tableau d'encéphalopathie néonatale. Et il y a les ischémies des membres secondaires essentiellement au cathétérisme artériel et qui, dans la manifestation, il varie de l'œdème jusqu'à l'abolition et l'ischémie des membres proprement dite. Alors, qu'en est-il au diagnostic? Alors, le diagnostic radiologique repose essentiellement sur la réalisation de l'examen de choix qui est l'écho-Doppler, qui permettrait de mettre en évidence une diminution du flux au niveau des vaisseaux concernés, complété obligatoirement par de l'imagerie en coupe lorsqu'il est nécessaire, notamment dans l'exploration cérébrale et l'exploration hépatique. L'écho-cœur doit faire partie de l'examen initial pour évaluation d'une extension intra-atriale, mais également, bien sûr, pour rechercher une étiologie, notamment une cardiopathie sous-jacente. Alors, je passe du bilan biologique pour dire que la réalisation de la NFS et le taux de plaquettes initialement devraient être réalisés pour pouvoir démarrer les traitements anticoagulants. Et je passe maintenant au vif du sujet, qui est la place des anticoagulants dans la prise en charge des thromboses néonatales. Il faut savoir que c'était un sujet à controverse depuis longtemps et que plusieurs écrits ont discuté l'intérêt de l'administration d'une anticoagulation chez le nouveau-né, son efficacité, mais également son innocuité par rapport au nouveau-né. Alors, pour dire que les moyens thérapeutiques dont on dispose en période néonatale sont répartis en 4 classes thérapeutiques qu'on utilise fréquemment, qui sont l'héparinotherapie non fractionnée, l'héparinotherapie de bas poids moléculaire, les anticoagulants oraux directs et les antagonistes de la vitamine K. Alors, pour l'héparinothérapie non fractionnée, constitue le traitement de première intention à délivrer chez les nouveau-nés souffrant d'une thrombose. Et donc, bien sûr, son action rapide est particulièrement liée à la physiologie néonatale, mais il faut prendre en considération la balance bénéfice-risque dans la prescription de l'héparinothérapie non fractionnée. Cette balance qui plaide parfois en faveur des complications, du risque de complications hémorragiques, parfois létales. Également, il constitue une contrainte d'administration vu qu'il nécessite un abord vasculaire consistant pour administrer les doses requises pour approcher l'efficacité thérapeutique en continu par voie intraveineuse, ce qui constitue pour la population néonatale une contrainte véritable. Également, c'est une molécule où la nécessité d'un monitoring biologique étroit est primordiale et la réalisation, bien sûr, de bilan d'hémostase constitue la véritable difficulté du suivi dans le cadre, bien sûr, de l'efficacité thérapeutique pour l'héparinothérapie non fractionnée. Alors, qu'en est-il de l'efficacité thérapeutique? Bon, des doses qui sont requises, ils ont été élucidées par les sociétés savantes pour atteindre une activité ou un objectif thérapeutique jugé sur le dosage du TCA ou du temps de la céphaline activée et qui doit être aux alentours de 60 à 85% pour atteindre l'objectif thérapeutique et donc permettre
le relais par une autre molécule qui est en l'occurrence l'héparinothérapie de bas poids moléculaire. Il faut savoir que l'héparinothérapie de bas poids moléculaire constitue actuellement le traitement de choix et de première intention dans le cadre des traitements de thrombose en période néonatale et pédiatrique. Plusieurs molécules sont disponibles, dont la plus utilisée est l'enoxaparine. Il faut savoir qu'il existe sous forme d'une préparation dont le dosage minimal est de 2000 pour 0,2 ml. La dose requise thérapeutique chez les nouveau-nés à terme, elle est aux alentours de 150 à 170 unités par kilogramme par 12 heures, et chez les prématurés, cette dose elle est plus importante compte tenu des variations physiologiques chez les nouveau-nés prématurés. Il faut savoir qu'il pose également, c'est une administration qui est par voie sous-cutanée, donc qui assure une maniabilité plus par rapport à l'héparinothérapie non fractionnée, mais qui exige la réalisation de solutions pour pouvoir, notamment bien sûr, assurer une efficacité thérapeutique et éviter les déperditions du produit efficace. Donc ces dilutions ont été préparées et ont été prouvées avoir gardé la même fonction physiologique et la même efficacité thérapeutique en population néonatale. L'efficacité thérapeutique, à elle est jugée sur le dosage de l'activité anti-facteur 10 activé et dont le taux devrait être entre 0,5 à 1 unité par ml. Une fois acquise, ce traitement pourrait être maintenu avec un suivi biologique qui serait moins contraignant pour les nouveau-nés, pour nos malades, et qui va être réalisé une fois par semaine après la dose matinale délivrée chez les nouveau-nés. Passons à la troisième classe thérapeutique, qui sont les antagonistes de la vitamine K. Leur action, c'est une inhibition des facteurs vitamine K dépendants. Ils sont disponibles sous forme orale, ce qui rend leur administration facile. La seule molécule disponible au Maroc, c'est l'acylcomarol, mais la posologie n'est pas adaptée aux nouveau-nés. Il faut savoir que les doses requises sont des doses minimes, donc de l'ordre de 0,14 à 0,2 mg par kilo par jour, et que l'efficacité thérapeutique de cette molécule est jugée sur le dosage de l'INR qui devrait être optimal, donc optimal à 2 pour la population générale. On peut le ramener jusqu'à 3 pour juger de l'efficacité thérapeutique chez les nouveau-nés porteurs de prothèses cardiaques. Alors, la dernière classe thérapeutique, qui sont les anticoagulants oraux directs. Ils sont approuvés actuellement dans le traitement des thromboses veineuses profondes en population pédiatrique. Il y a deux classes thérapeutiques qui sont approuvées, qui sont les inhibiteurs du facteur 10 et l'inhibiteur du facteur 2, avec une meilleure biodisponibilité, moins d'effets indésirables et bien sûr moins de recours aux moyens de surveillance, notamment bien sûr la réalisation de bilans d'hémostase. Qu'en est-il maintenant des indications thérapeutiques? Une fois on avait élucidé les principales classes thérapeutiques dont on dispose pour le traitement des thromboses néonatales, les indications thérapeutiques ont été longtemps étudiées et longtemps discutées. Et la majorité des données sont extrapolées des données de l'adulte. On ne dispose pas d'études et d'essais cliniques propres à la population néonatale. Et donc l'indication thérapeutique en matière d'anticoagulation et d'administration d'anticoagulants dans le cadre des thromboses veineuses néonatales, il doit être lié essentiellement au caractère symptomatique et asymptomatique de la thrombose, son caractère spontané ou induit, la localisation, le type, mais également la sévérité et l'extension de cette thrombose. Et on doit tenir compte également de la possibilité d'évolution spontanée de ces thromboses, notamment bien sûr les thromboses asymptomatiques et qui sont de petite taille. Alors, selon les dernières recommandations, les thromboses symptomatiques sont des thromboses qu'on doit traiter obligatoirement par anticoagulation. Mais il est préconisé également de traiter les thromboses asymptomatiques compte tenu de leur risque d'évolution et notamment bien sûr le risque qui engage le pronostic fonctionnel de certains organes. Concernant les thromboses induites ou spontanées, lorsqu'une thrombose survient de façon spontanée, le traitement ne devrait pas être prolongé au-delà de 3 mois, sauf dans le cas où l'évolution sous anticoagulation n'est pas efficace sur le plan anticoagulation. Quand on est amené à traiter une thrombose survenue de façon spontanée en l'absence de facteurs de risque, le traitement ne doit pas dépasser 6 mois.
Maintenant, parlons des types de thromboses et qu'est-ce qu'on doit traiter. Alors, concernant les thromboses artérielles, l'accident vasculaire ischémique périnatal, on doit le traiter par anticoagulation quand il s'agit d'un accident secondaire à un accident thromboembolique d'origine cardiaque, car le risque de récurrence est accru. Quand on parle des thromboses sur cathétérisme artériel, il est impératif de retirer le cathéter avant de démarrer un traitement anticoagulant, bien sûr. Mais en présence de signes d'ischémie ou d'aggravation de signes cliniques sous anticoagulants, on est amené à réaliser une thrombolyse qui pourrait notamment, bien sûr, contraigner le pronostic vital du malade. Quand on parle des thromboses atriales droites, il est impératif d'anticoaguler et d'administrer un traitement anticoagulant chez ces malades. Alors, les thromboses... 2 minutes. Je m'excuse. Alors, pour les thromboses des veines rénales, il faut prendre en considération le risque évolutif vers l'HTA et l'insuffisance rénale. Donc, on préfère une anticoagulation à la thrombolyse lorsqu'il s'agit de thrombose veineuse rénale unilatérale. La bilatérale, il est optimal de traiter parce que le pronostic vital est mis au jeu, de thrombolyser avec tous les risques, bien sûr, sur le pronostic vital et de démarrer un traitement anticoagulant secondaire. Alors, pour les thromboses portes, alors 3 options sont possibles en fonction, bien sûr, de la taille du thrombus, mais de son évolution. Mais ce qui est préconisé, c'est que dans 70%, le risque évolutif vers spontané et résolution spontanée est présent. Et donc, il est préconisé de réaliser un suivi radiologique. Quand on parle de l'anticoagulation, l'HBPM, il est préféré à l'héparinothérapie non fractionnée. Alors, qu'en est-il des thromboses du sinus veineux cérébral? C'est un sujet qui a été controversé pendant longtemps. L'anticoagulation est actuellement recommandée, même en présence de signes hémorragiques. Cette anticoagulation pourrait être différée de 5 à 7 jours, avec bien sûr un suivi radiologique étroit. Alors, les tableaux suivants, ils résument les principales indications thérapeutiques d'anticoagulation en matière chez les nouveau-nés. Je vais juste citer les principales complications qui pourraient interrompre le traitement, étant essentiellement l'hémorragie active et le risque de thrombopénie induite par l'héparinothérapie. Pour conclure et dire que les thromboses néonatales constituent une véritable urgence diagnostique et thérapeutique, que leur survenue elle est essentiellement liée au terrain à risque, notamment bien sûr aux particularités physiologiques du nouveau-né, qu'un diagnostic précoce, une prise en charge précoce par anticoagulation en pesant bien sûr avec précaution la balance de bénéfice-risque et en suivant les recommandations. Actuellement, l'HBP, mais le traitement recommandé de choix, il constitue la clé d'une amélioration du pronostic vital et fonctionnel chez les nouveau-nés. Et merci pour votre attention. Merci, Dr Crochet, pour cette présentation.